François Dussoulier, vous êtes le conservateur du musée d'histoire naturelle de Toulon. Il y a une exposition sur les papillons qui va durer jusqu'en janvier. Donc ce sont des papillons uniquement provençaux, et quelles sont leurs particularités à ces papillons? Alors effectivement, c'est une exposition qui s'appelle Papillonnage en Provence, qui va parler des papillons de Provence, comme vous l'avez bien dit, mais également des connaisseurs, des spécialistes de ces papillons qu'on appelle des lépidoptéristes. Et donc tous les papillons que nous présentons effectivement vivent en Provence, vivent dans le Var, ce sont tous des papillons que l'on peut voir dans la région. Et est-ce que les papillons souffrent du réchauffement climatique, notamment dans nos régions? Alors on va parler pour nous des changements globaux. C'est vrai que le réchauffement climatique c'est une des facettes de ces changements globaux. Oui, les papillons ils sont très sensibles puisqu'ils ont un cycle en fait qui va être lié à des plantes, qui va être lié à un climat particulier. Et donc on va voir notamment par exemple dans le Var et les Alpes-Maritimes, on va voir des espèces aujourd'hui que nous n'avons pas retrouvées et qui ont probablement disparu, on va dire, dans les 15-20 dernières années. Donc effectivement on a les premiers signes de ce réchauffement-là, de ces changements-là globaux. On a également des papillons qui n'existaient pas il y a un siècle et qui sont présents maintenant dans la région. Donc qui au contraire de la disparition ont étendu leur aire de distribution. Et puis à ces grands mouvements de faune, hein, j'allais dire, on a également des espèces qui sont introduites nouvellement, notamment si vous avez des petites jardinières avec ce que les gens appellent des géraniums, hein, qui appartiennent en réalité au genre Pelargonium. Vous avez un petit papillon brun qui vole autour de ces jardinières depuis 2004, et ce petit papillon brun vient d'Afrique du Sud et c'est une espèce introduite. Et aujourd'hui il est abondant partout dans la région. Donc en fait, c'est toute la démarche que l'on essaie d'avoir dans un muséum d'histoire naturelle, c'est d'essayer de comprendre la biodiversité actuelle, de comprendre la biodiversité du passé, bien sûr, hein, depuis les fossiles jusqu'à un passé assez récent, et de comprendre finalement l'histoire de l'évolution des connaissances que l'on peut acquérir sur cette biodiversité. Donc les premiers papillons datent de quand? Alors les premiers fossiles de papillons que nous avons retrouvés datent d'il y a à peu près 190 millions d'années. À cette époque, donc la Terre est complètement différente, la faune et la flore est complètement différente, on n'a pas les plantes à fleurs que l'on a aujourd'hui, et donc on a des papillons qui vont être des broyeurs de pollen, des broyeurs de spores, qui vont notamment se nourrir certainement sur des fougères, hein, c'est ce qui ressemblerait le plus aux formes de vie actuelles, et ces papillons ne vont pas avoir de trompe, hein, comme on visualise aujourd'hui un papillon qui va aller chercher le nectar d'une plante. Ces papillons, donc il y a 190 millions d'années, vont avoir des mandibules, hein, des mâchoires qui vont être broyeuses. Donc c'est quelque chose qui est assez particulier et qui est typique de ces papillons, on va dire, fossiles très anciens. Alors on parle d'écailles hein, sur les ailes des papillons, ce qui est bizarre. Pourquoi des écailles? Alors effectivement, ces écailles, c'est ce qui a donné le nom scientifique des papillons. Là, de vous à moi, on va parler de papillons. Avec des scientifiques, on va parler de lépidoptère. Lépidos, ça veut dire écaille. Et effectivement, ça vient de ce revêtement qu'on a, qui est coloré la plupart du temps, sur les ailes du papillon. Et ce revêtement, en fait, il est fait de petites soies, c'est-à-dire, on va dire quelque chose qui ressemble à un poil, mais qui n'est pas un poil véritablement. Et ces petites soies-là, à la place d'être filiformes, comme un poil, ces petites soies sont dilatées en forme d'écaille. Et donc, c'est ces petites soies qui portent les couleurs du papillon, qui lui permettent également ces reflets, cette diaprure, cette irisation qu'on a sur les ailes du papillon et qui lui donne donc ces belles couleurs esthétiques, ce sont ces écailles-là. Et comment reconnaît-on le sexe des papillons? Alors le sexe des papillons, c'est pas une question forcément évidente. Chez certaines espèces, on va avoir un mâle, très souvent c'est le mâle qui est plus coloré que la femelle. Donc on va avoir ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, hein, c'est-à-dire une différenciation qui est liée à de la couleur et qui rentre en jeu dans, en principe, la parade, on va dire la séduction qui est faite lors des rapprochements des sexes. Mais parfois on a des espèces, on va prendre le vulcain qui est un papillon d'automne très commun, chez lesquels les deux sexes sont très proches l'un de l'autre. Et dans ce cas-là, on va devoir regarder avec une petite loupe les organes génitaux de ces spécimens pour devoir les sexer. Et quelle différence fait-on entre les papillons de nuit et les papillons de jour? Alors, c'est une question intéressante puisque effectivement l'essentiel des papillons dans nos régions sont des papillons de nuit.
La proportion est d'ailleurs très, très déséquilibrée. On a 5000 espèces en France qui volent de nuit et un peu plus de 250 qui volent de jour. Donc vous voyez qu'on est sur des nombres très très différents. Et comment on les reconnaît? On reconnaît les papillons de jour parce qu'ils ont déjà ils volent de jour en principe, et puis ils ont des petites massues au bout des antennes. Alors que les papillons de nuit n'ont pas ces petites massues au bout des antennes. Ils peuvent avoir des antennes en fait de différentes formes, et c'est pour ça qu'en langage scientifique on les appelle les hétérocères. André Chauliac était un entomologiste, on va dire amateur, mais un amateur très éclairé, un amoureux de la chasse aux papillons qui a passé effectivement toute sa vie à essayer de comprendre la diversité des papillons qui vivaient notamment dans la région provençale. Alors il habitait Marseille, mais il avait une petite maison dans le Var, et bien, cette collection a été acquise par le département en 2014. On peut juste s'arrêter à un premier niveau en disant que c'est joli, ou alors qu'au contraire ça ne nous plaît pas du tout, parce que finalement c'était des papillons qui étaient vivants et là qui sont mis dans une boîte, et ça renvoie à la mort. Donc on peut avoir un premier ressenti. Après, quand on arrive à passer outre le fait que ça soit joli ou que ça nous fasse horreur, on arrive à rentrer effectivement dans une vie, dans la vie d'un naturaliste qui a vraiment cherché à, on le voit par le côté très serré des spécimens qui sont préparés, les uns recouvrent les ailes de l'autre. Vous voyez que ça c'est une préparation d'un entomologiste qui a déjà une belle expérience, une très grande pratique, une très grande maîtrise de l'art de préparer les papillons. Pareillement, pour avoir les ailes qui sont très perpendiculaires à l'axe du corps, c'est un travail très minutieux en fait, pour arriver à préparer le papillon sans abîmer en fait les écailles qui se trouvent à la base des ailes antérieures et postérieures. C'est quelque chose qui demande une grande pratique. Petite massue au bout, ici c'est ce qu'on appelle le pacha à deux queues, parce qu'effectivement on a les deux queues qui terminent l'aile postérieure. Alors c'est un papillon qui est très fréquent dans la frange littorale varoise, Alpes-Maritimes également, et qui vit essentiellement sur l'arbousier. Le papillon de nuit qui rassemble plusieurs espèces en France. Vous voyez que chaque spécimen est très proche de son voisin et à la fois un petit peu différent. On va avoir une première espèce ici, une deuxième ici, une troisième ici, une quatrième, etc. On a en fait à la fois une grande diversité de formes et à la fois, quand on les met côte à côte, finalement on voit assez bien et assez nettement leurs différences. Donc c'est ceux qui, katokala, ça veut dire dessous caché en grec. Et effectivement, a priori, la forme de cette raie médiane sur l'aile postérieure rappellerait les pores jartelles et donc des dessous qui étaient cachés. Donc ça, c'est la beauté, j'allais dire, étymologique, et chaque espèce de papillon a un nom scientifique. Alors là, voilà, là on a, sur une boîte comme ça, on a tout l'intérêt de faire effectivement des collections de papillons, puisqu'on voit, on voit différentes sous-espèces de ce papillon, qui s'appelle Plébicula dorilas, qui vit dans nos régions, notamment dans les petites collines et les petites zones un petit peu d'altitude de la région de Provence. Et on voit que c'est pas si évident de faire la différence entre ceux-là et ceux-là, par exemple. Et à la fois, on va mieux percevoir la différence quand on les a justement dans une boîte comme celle-ci, avec les spécimens côte à côte. Sinon, vous observez également le fait qu'il y ait des individus qui soient clairement bruns avec des petites taches orange, et puis des individus qui sont d'un bleu avec une belle diaprure, une belle irisation comme ça. C'est tout simplement le dimorphisme sexuel. Les mâles sont bleus, les femelles sont brunes. Et donc là, on pourrait croire que ce sont deux espèces différentes. Combien il y a de papillons, on le sait? Alors, sur la collection, il y a à peu près 35 000 spécimens. Et ici, on en propose 1800 ou 1900, je ne sais plus exactement. Quelques espèces qui sont caractéristiques du littoral méditerranéen. Cette espèce-là, celle-ci, 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 vous allez pouvoir en voir d'autres éventuellement, mais celles-ci sont caractéristiques, véritablement. Chaque milieu, ce qu'on veut essayer de passer au public, c'est que chaque milieu a un ensemble d'espèces de papillons qui lui est propre. Ce qu'on va appeler des cortèges de papillons. On est dans la région où il y a le plus de papillons différents à l'échelle
de la France. Trop souvent, on pense aussi que les papillons ont tous disparu et qu'ils régressent, ce qui n'est pas complètement faux. Mais malgré tout, on a des espèces qui sont relativement bien ou qui se maintiennent autour de l'homme, autour de l'habitat humain, notamment dans les jardins. Ce morosphinx par exemple, là, qui est pris en flagrant délit de voler du nectar, on le voit souvent planer, on va dire depuis le printemps jusqu'à l'automne dans nos régions, et l'hiver d'ailleurs il cherche à rentrer dans les maisons en ce moment là, quand il commence à faire un petit peu plus froid. Il y a des gens qui appellent ça le papillon colibri, parce qu'il fait du surplace très rapidement, et vous voyez qu'il a une trompe très longue qui lui permet d'aller chercher le nectar très très profondément dans la corolle de la fleur. Et donc Dany Lartigue est un peintre reconnu, il a fait beaucoup de toiles, beaucoup d'œuvres, et à la fois un amoureux de la chasse aux papillons. Et il a, toute sa vie durant, chassé le papillon, notamment essayé de trouver des espèces et des variétés assez rares. Et quand il les a réunis un peu à la manière d'un scientifique, comme on l'a vu sur la collection Chauliac, il n'a pas pu s'empêcher, finalement, c'est ce que je trouve intéressant, d'y mettre des éléments, déjà en termes de texture, de coloris, et puis des éléments qui viennent de la nature. Ici, des pierres, des petits coquillages, voilà. Donc, il n'a pas pu s'empêcher, quelque part, d'y ajouter une touche esthétique pour encore plus glorifier les coloris de ces papillons. Et puis, assez rapidement, il est passé vers des formes où on est encore plus dans l'esthétique, parce qu'il avait essayé de peindre des papillons dans ses tableaux. Sauf qu'il n'arrivait jamais à rendre les couleurs, les irisations de ces papillons qu'il peignait. Du coup, il a eu l'idée tout simplement de les rentrer dans ses tableaux et de recréer ce qu'on appellerait aujourd'hui un diorama, où on a donc les papillons qui vivent dans les gorges du Verdon, qui est le titre de cette pièce, à l'intérieur de ce milieu, alors de manière complètement fantasmée, mais malgré tout, on a une composition qui est complètement originale. On a donc le Norvégien Sandved, qui s'est intéressé de près à ces motifs et à ces dessins sur l'ensemble des ailes de papillons, et qui a, dans les années 70, publié un ouvrage qui s'appelle L'alphabet des papillons. Et en fait, il a réussi à retrouver l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet occidental sur les ailes de papillon, ce qui est assez formidable quelque part. On imagine qu'un T ou un O, ça paraît facile à faire. Quand on cherche des lettres comme le I, le E ou le K, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, dans son livre que j'ai pu feuilleter, eh bien, on a toutes ces lettres-là qui ont été vues comme faisant partie des motifs des ailes de papillon. Le métier finalement d'entomologiste, de spécialiste des insectes donc, et de spécialiste des papillons. C'est vrai qu'il y a tout un procédé technique qu'on ignore parfois. Alors les gens ils savent que les papillons ça se collecte, ça se chasse avec un filet, mais ils ignorent très souvent que pour les mettre dans une collection, dans une boîte, etc., il faut les préparer quand même de manière très minutieuse. Ici on a des petites bandelettes de papier qu'on appelle du papier cristal. Vous voyez, on se sert d'une petite aiguille montée et je vous assure qu'il faut une sacrée dextérité pour mettre les ailes de manière bien droite par rapport au corps. Bien sûr, il y a l'étiquette qui va aller sous le papillon une fois qu'il sera sec. Et puis tout un lot d'épingles, de matériel entomologique. Cette exposition, effectivement, en présentant ici un fossile original d'un papillon qui vivait à l'Oligocène, à peu près dans le Luberon actuel. Il vivait il y a 30 millions d'années. Ce qui est assez incroyable sur cette pièce, c'est qu'on a encore la fraîcheur du papillon, un état de fraîcheur qui est notamment révélé par la présence des ocelles, qui sont ces petites taches en forme de rond à l'arrière des ailes postérieures, qui sont, j'allais dire, très semblables à ce que l'on pourrait observer sur un papillon frais qui volerait aujourd'hui. Alors que là, on a un papillon qui est mort il y a 30 millions d'années.